Nous allons enchaîner tout de suite avec la nouvelle session sur les déchiffrements en cours. Et j'appelle tout de suite Silvia Ferrara de l'Université de Bologne. Merci, sur les déchiffrements des écritures égéennes. Merci à vous pour votre attention. Je m'excuse, mon français est terrible. Je vais parler en anglais. Je suis très heureuse d'avoir été invitée à cette conférence, une conférence qui marque une année très spéciale pour nous tous, et pas seulement nous tous ici réunis dans la salle et qui sommes pour la plupart des spécialistes, mais pour un plus grand, large cercle d'auditeurs, lecteurs, étudiants et de penseurs. En effet, essayer de déchiffrer une écriture ancienne est un processus de réflexion méthodologique. L'intuition joue un rôle, mais seulement après avoir épuisé toute l'application studieuse d'une méthode scientifique, comme on a vu ici autour de Champollion. Je dirige une équipe de recherche dont l'activité s'articule autour de la compréhension de la manière dont l'écriture a été inventée dans le monde, combien de fois et à partir de quelle iconographie, quelle inspiration. Et il s'agit donc de InScribe, l'invention des scripts et leur début. Alors avec InScribe, ce que nous cherchons à faire, c'est non seulement de remplacer l'invention de l'écriture, replacer l'invention de l'écriture dans une perspective multidisciplinaire qui englobe la linguistique, les sciences cognitives, essayer de comprendre comment et pourquoi les techniques sont celles qu'elles... Mais on cherche aussi à utiliser des technologies de pointe, et c'est très important. Nous appliquons des techniques de déchiffrement à certains des anciens systèmes d'écriture dont les langues ne sont toujours pas identifiées aujourd'hui. Comme vous le savez, jusqu'à récemment, la Mésopotamie était considérée comme la patrie de l'écriture. On disait que l'écriture y était inventée et uniquement là. Mais maintenant, notre vision a beaucoup changé depuis une trentaine d'années et nous jonglons avec 4 écritures différentes, distinctes, créées sans influence extérieure. Comme vous le savez sans doute, il s'agit de la Chine, la Mésopotamie, l'Égypte et la Mésoamérique. Donc 4 lieux différents, ce qui veut dire qu'on a inventé l'écriture plus d'une fois. Mais d'autres inventions à travers le monde sont aussi possibles. On peut retrouver ceci sur l'île de Pâques. Et on est d'ailleurs en train d'y travailler. On a un petit peu progressé dans ce domaine. Et avec un sujet ici, est-ce que c'est de l'écriture ou pas d'écriture? On pourrait en parler pendant des heures, mais je n'ai pas le temps. Et il y a aussi la vallée de l'Indus. Le nombre exact est donc incertain. Je crois qu'il faut vraiment une équipe multidisciplinaire pour s'attaquer au problème. Alors, ce qu'on a essayé de faire avec InScribe, c'est aussi de traiter l'écriture la plus ancienne en Europe, dans la mer Égée, une île de Crète et une île de Chypre. Et vous serez intéressé d'apprendre qu'on a trouvé une douzaine d'écritures anciennes qui ne sont pas toujours déchiffrées. Et pas moins de 3 proviennent de la mer Égée. C'est la zone la moins bien comprise finalement. Donc c'est un projet énorme devant nous et une perspective assez extraordinaire. Alors on a ici du hiéroglyphe crétois, du linéaire A et du cypro-ménoen. Vous voyez, ça vient de l'île de Chypre et on a aussi des écrits ugarites. Mais ici, je vais m'intéresser plus particulièrement aux progrès qui ont pu être réalisés pour faire la lumière sur ces 3 éléments.
Mais avant de passer à cela, voyez ce qu'on a ici. On a très peu d'inscriptions et très peu de signes. On parle de signes ici dans quelques poignées de milliers d'instances. Donc on ne devrait pas être effrayé par cela. La tâche est énorme, mais on y arrivera. À l'autre bout du spectre, nous avons le linéaire B. Alors, on a ici le disque de Phaistos, impossible à déchiffrer. C'est un objet unique sur lequel ne sont apposés que 244 signes, surtout par impression. On appelle ça le signe noir, un objet inattendu, impossible à déchiffrer. C'est absolument inattendu. C'est un article épigraphique tout à fait nouveau. On va pour le moment le mettre de côté comme quelque chose de très étrange pour lequel on ne peut pas apporter une méthode scientifique. Donc, comme nous l'avons vu ce matin, de l'autre côté du spectre, on a le linéaire B. Le linéaire B a été déchiffré, comme on l'a entendu, par Michael Ventris en 1953. Et ce, grâce à une méthode interne de déchiffrement. On n'avait pas de bilingue, et donc puisqu'il n'y avait pas de bilingue, il n'y avait pas de preuves externes, et on a dû travailler uniquement à partir des données qui étaient à notre disposition en ce qui concerne le linéaire B. Et c'est un point intéressant parce qu'on parle ici de méthode. Et avant de vous parler des résultats de ce qu'a fait Inscribe, je voudrais vous expliquer à quel point la méthode est importante. Le déchiffrement, c'est le mot-clé ici, et on doit l'utiliser avec précaution, à moins d'avoir des preuves externes et avant de pouvoir valider les résultats par le biais d'une méthode scientifique. Donc nous n'avons pas de bilingue, nous n'avons pas de preuves externes, on ne peut donc que se reposer sur une reconstruction interne méthodologique. C'est l'architecture du déchiffrement telle que je la conçois, du moins en ce qui concerne les écritures EGN. Et on le fait sur les trois écritures dont j'ai parlé tout à l'heure. La première est basée sur l'image. C'est le cas du hiéroglyphe crétois. C'est hautement iconique, on peut dire. Longtemps, on a pensé que ça venait des hiéroglyphes égyptiens, mais ce système hiéroglyphique vient de la forme des signes qui sont iconiques, qui sont picturaux. Et c'est vraiment le cas ici. On parle ici d'un script qui est complètement figuratif. Donc la première chose à faire, quand on est face à un script qui est en interface avec des symboles et des images, eh bien, la première chose à faire, c'est d'identifier les signes individuels au sein d'un répertoire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut évaluer l'inventaire des signes. Et ça, c'est très difficile quand vous avez des écritures basées sur l'image. Et croyez-le ou non, pour les écritures IGN, à l'exception du linéaire A, cela n'avait jamais été fait. La deuxième étape consiste à identifier la position de chaque signe au sein d'une séquence de mots. Là encore, c'est une démarche statistique cruciale et fondamentale pour le déchiffrement du linéaire B. C'est ce que je qualifierais comme facteur clé qui a permis le déchiffrement. On a vu que chaque signe était dans un mot. Et l'étape 3 est liée au modèle et au schéma des caractéristiques grammaticales, s'ils sont disponibles. Il faut procéder à un certain nombre de répétitions pour vérifier si les mots ont une influence sur les autres ou non. L'étape 4 implique une analyse de réseau, et ça c'est notre proposition, à travers les typologies d'objets inscrits et leur contexte archéologique. Je crois qu'on l'a dit aujourd'hui et c'est un point essentiel. On peut ainsi mieux comprendre le sujet du texte. Ça nous permet de comprendre de quoi ça parle. Et comme ceci va devenir apparent, c'est particulièrement fructueux pour les écritures EGN.
Ensuite, il faut essayer de reconstruire la tradition épigraphique, c'est l'étape 5. La lignée, essayer de voir si on peut corréler la continuité des sons et des formes de signes utilisés de façon diachronique. Cette architecture est donc le socle sur lequel nous allons nous baser pour pouvoir essayer même de rêver d'appliquer des valeurs phonétiques. Il est donc essentiel de se fixer une feuille de route qui sera pertinente au moment de créer l'architecture de l'écriture. Alors, ce que nous avons fait avec l'écriture hiéroglyphique crétoise n'avait jamais été fait auparavant de façon systématique. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de l'encadrer contextuellement par rapport au système hiéroglyphique égyptien. Depuis les inscriptions hiéroglyphiques crétoises qui ont été découvertes, l'idée était qu'il s'agissait d'une écriture dérivée, qu'elle avait été dû être influencée par l'Égypte. Mais il fallait le reprendre signe par signe et le replacer dans un contexte du système hiéroglyphique égyptien. Et à moins de faire cette analyse systématique signe par signe par rapport aux hiéroglyphes égyptiens, il est impossible de comprendre quelle peut en être l'origine. Ce qu'on a découvert, c'est que ces signes ne dérivent de moins en moins de hiéroglyphes égyptiens. Et c'est ce que les spécialistes avaient pensé depuis le début. Quelle que soit l'exposition à l'égyptien, l'écriture crétoise est nouvelle. Il ne s'agissait pas d'un modèle emprunté par les Crétois. Ici, l'écriture est en signe. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les sons, mais elle est nouvelle. C'est donc ce qu'on dirait que l'écriture crétoise est nouvelle, inventée ex novo, voire ex nihilo. Cela signifie que les signes individuels sont originaux. C'était important. Et on a voulu pousser la notion ou l'étude encore plus loin pour arriver au moins à l'étape 1 dans notre tentative de déchiffrement. Donc ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on s'est attaqué à une rationalisation systématique par rapport à l'iconographie précédente, celle sur les sceaux, et on a proposé une liste de signes normalisés. Et c'est une avancée spectaculaire finalement sur le terrain. Mais il ne faut jamais perdre espoir. Ceci dit, les hiéroglyphes crétois ne peuvent pas encore être déchiffrés aujourd'hui, mais certains d'entre eux peuvent être lus. On peut essayer d'appliquer quelques valeurs phonétiques provisoires à ces signes. Ça n'a pas été fait uniquement par comparaison avec le linéaire A et le linéaire B, ça a été fait à nouveau, au départ, enfin, comme un nouveau départ, en étudiant autant que possible les vestiges présents en Crète. Là encore, ce que nous avons fait n'avait jamais été fait avant. On a créé une base de données numérique en utilisant 2 techniques de numérisation en 3 dimensions. Vous avez ici des éléments du linéaire A qui a permis de modéliser avec un système qu'on appelle la vue 3D et de la photogrammétrie. On l'a fait par scanner 3D. C'est ce qu'on appelle des techniques 3D pour créer des modèles 3D. Si vous passez votre téléphone portable sur le code QR, vous verrez le modèle 3D pour l'écriture hiéroglyphique qui est là. Je vois que certains d'entre vous le font, mais je vais vous montrer quelques exemples. Vous allez voir comment on peut voir ces inscriptions dans chaque détail avec une telle perfection, avec une telle précision que cela nous a permis non seulement de voir le signe avec perfection, mais aussi de corriger certains éléments du catalogue. Et ça encore n'avait jamais été fait avant. On a encore terminé cette tâche, c'est du travail en cours, mais on a fait beaucoup d'avancées dans cette direction. Le fait de pouvoir
observer ces objets parfaitement nous a permis de progresser assez rapidement. Et j'en viens au premier résultat que nous avons obtenu concernant l'écriture minoenne de la Crète au 2e millénaire, le linéaire A, qui vient directement des hiéroglyphes crétois. Stephen Halston a appelé ça une révolution, parce que en quelques mois de travail intense, nous avons résolu l'une des énigmes encore en suspens de la linéaire A. Ce sont systèmes de fractions. Le linéaire A est un proche descendant de l'écriture hiéroglyphique crétoise. Il peut être lu dans une certaine mesure par l'application à rebours des valeurs phonétiques du linéaire B. Mais ces textes sont très laconiques, concis et ne nous permettent pas de comprendre ou d'identifier la langue sous-jacente. Le linéaire A était l'instrument de la bureaucratie interne des palais minoens. Il n'y a pas de narration, c'est pas très prolifique, on n'a pas de texte long ni de syntaxe articulée, mais il y a des fractions. Et les valeurs mathématiques de ces fractions ont été pendant 120 ans un mystère pour la plupart. Et on a essayé de résoudre ce mystère avec un très fort degré de probabilité. À cet égard, ce que nous avons fait, c'est non pas d'utiliser l'analyse spectrographique, mais de nouvelles technologies. Bon, celle-là n'est pas tout à fait nouvelle, mais elle n'avait jamais été appliquée aux écritures égéennes. Nous savons que les fractions du linéaire A fonctionnent en combinaison, de sorte qu'on avait plusieurs tablettes avec des sommes de 2 ou 3 fractions. On les a placées en ordre décroissant, c'est-à-dire qu'une fraction plus grande était suivie d'une fraction plus petite. On a pu ainsi déterminer les variables et les combinaisons possibles en excluant celles qui n'étaient pas possibles. Et à la fin de ce manuel et de ce schéma logique, on s'est retrouvé avec de nombreuses solutions possibles, en fait 4 millions de solutions possibles. Et on a créé certaines mesures en utilisant l'informatique pour classer les résultats par qualité et sélectionner les solutions les plus logiques ou les plus judicieuses. On a aussi utilisé une analyse analogique en reprenant les fractions anciennes utilisées dans les systèmes d'écriture anciens. Alors on a travaillé par exclusion, par empirisme, par tâton, et on a une méthodologie qui combine le travail paléographique traditionnel et les approches informatiques, ce qui nous a permis d'obtenir des valeurs mathématiques pour tous les signes de fraction. De sorte que maintenant, on peut identifier un demi, un tiers, un quart et ainsi de suite. Et on sait aussi maintenant comment il fonctionne. On était parti d'une proposition, je ne dirais pas qu'on a tout déchiffré, mais on s'est approché. Et si quelqu'un a une meilleure solution, franchement, je serais ravie de l'entendre. Nos résultats ont été publiés dans le journal de sciences archéologiques, le Journal of Archaeological Science, et ont figuré parmi les articles les plus téléchargés en 2021. Et j'en suis absolument ravie et de voir que notre équipe a pu travailler avec des ingénieurs, des informaticiens, des paléographes, et pour arriver à un si beau résultat. Maintenant, nous allons nous tourner vers l'écriture la plus compliquée de la mer Égée, le cypro-minoen. Vous voyez ici quelques modèles 3D. Ce sont des inscriptions qui sont conservées ici au Louvre. Et je suis très reconnaissante d'avoir pu créer ces images 3D. Je voudrais remercier Ariane Thomas, Véronique Patet et Mahmoud Alassi pour toute leur patience, tout le travail et les efforts qui ont été accomplis. Vous voyez ici le texte, on a de la photogrammétrie, du scan en 3D, et ce sont des tout petits objets, comme vous avez vu tout à l'heure. Ce sont des seaux sous forme de cylindres extrêmement minuscules. Le cypro-minoen a été utilisé sur l'île à la fin de l'âge du bronze. C'est une écriture qui dérive directement du linéaire A,
mais son répertoire graphique a été modifié à un tel point que ce n'est qu'avec une approche paléographique systématique qu'on a pu reconstituer la lignée du linéaire A. Et ça nous a emmené à beaucoup de questions. Quel est le lien entre le linéaire A et ceci? Ça nous a demandé des années de travail. Et puis, on est tombé sur un autre énorme problème dans l'étude de cette écriture et je vais vous expliquer, bien que ce soit très technique, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Je vais aller beaucoup plus vite. Je vous remercie. Pendant de nombreuses années, l'écriture a été divisée en 3 sous-branches, chacune censée enregistrer une langue différente. L'idée était que certains des signes n'étaient pas présents dans une branche, tandis qu'ils étaient présents dans d'autres branches. Et d'autres étaient attestés dans les 3 branches. Ce manque d'homogénéité a conduit les chercheurs à suggérer que le cipro-minoen n'était pas une écriture, mais 3 écritures, puisqu'il y avait 3 langues différentes. Alors, j'ai eu beaucoup de soupçons à ce sujet. On se souvient qu'il y a peu d'inscriptions en cipro-minoen, environ 300. La probabilité que certains signes ne soient pas attestés de manière homogène était déjà très élevée. À cela s'ajoute la grande variété des objets inscrits. Vous avez vu 3 tablettes ici, mais il y en a des quantités de variétés différentes, de typologies différentes. Le cipro-minoen a été incisé sur des métaux, inscrit sur de l'argile humide, sur quelques tablettes, peint sur des vases, gravé sur des ivoires et ainsi de suite. Les formes de signes varient beaucoup lorsque l'épigraphie est si diverse et si typologiquement différente. Un signe incisé va être très différent d'un signe peint. Mais je veux aller un peu plus loin et voir l'aspect subjectif de celui-ci, qui peut paraître d'une certaine manière biaisé. Donc on a laissé l'ordinateur s'exprimer. Alors on a simplement supervisé une approche de deep learning, d'apprentissage, non supervisée, pour apprendre une représentation vectorielle pour chaque signe. On n'a donné aucune étiquette, aucune indication sur ce que les signes représentaient à l'ordinateur. Mais l'ordinateur a tout simplement séparé les vecteurs de chaque signe sur les signes représentés, sur les tablettes d'argile. Et on peut noter que les tablettes traversent 2 des sous-groupes, elles sont présentes dans 2 sous-branches. Et les signes inscrits sur d'autres supports épigraphiques étaient donc séparés, discriminés par l'ordinateur. C'est comme si l'ordinateur avait compris qu'il existait une distinction épigraphique claire qui rendait les signes plus éloignés paléographiquement qu'ils ne le sont, selon le type d'objet sur lequel ils étaient inscrits. Je voulais vous montrer comment nous avons pu créer ici le résultat fait par l'ordinateur sans aucune supervision. On a ici une séparation entre les signes des tablettes et les autres signes qui sont inscrits sur tous les autres objets. Et ça n'avait aucun sens pour l'ordinateur, mais l'ordinateur a compris que toutes les tablettes qui appartenaient à 2 scripts différents avaient été rassemblées. Et c'est assez surprenant. Ça veut dire donc qu'il y a un biais épigraphique et la science fait varier les choses en fonction de ce type d'objet inscrit. Mais on peut aller même plus loin. Vous vous souvenez du 4e, l'étape 4 de la méthode de déchiffrement qu'on a présentée tout à l'heure. On a créé une analyse de réseau pour le cipro-minoen en corrélant des répétitions de courtes inscriptions sur différents objets inscrits. On a eu de la chance, on avait les répétitions. Et on a réalisé des études pilotes axées sur une lecture du script ou de l'écriture. Je vais vous donner un seul exemple. On a pu ici cartographier les répétitions en cipro-minoen sur les différents objets. Par exemple, ici, une balle, un cylindre fait en argile et un tuyau en ivoire. Et ils ont chacun des noms différents.
La séquence qu'on a trouvée, c'est très certainement des noms, et on a pu ensuite placer ces noms sur une carte archéologique. Et on voit que c'était utilisé dans la vie quotidienne, et ces signes sont répétés uniquement dans le secteur religieux. Miguel Valerio, qui faisait partie de l'équipe Inscribe, a peut-être identifié ici une personne de haut rang, c'est-à-dire un prêtre ou un dieu, donc lié au secteur religieux. Il y a aussi des boules d'argile, mais elles ont été utilisées pour le triage. Donc on a cartographié toutes les répétitions à travers les 300 inscriptions et on a identifié un certain nombre de noms de personnes inscrits sur des objets indiquant leur statut, leur rang. Ça nous a permis de construire une hiérarchie du personnel ou des personnes importantes actives dans le secteur religieux à Chypre. Mais il y a plus. Au cours des 6 dernières années, on a beaucoup progressé dans la lecture de cette écriture, en particulier grâce à Miguel Valerio. On a pu suggérer des valeurs phonétiques possibles. Et on a pu trouver une séquence, et ça c'est extraordinaire, Amo-Taro, qui peut être corrélée à un nom trouvé à Ugarit, dans les archives de Rapa-Nui, dans la lettre du roi d'Ugarit. Rapa-Nui n'était pas un homme ordinaire, c'était un haut fonctionnaire, un marchand, qui entretenait une correspondance avec Chypre, et dans les archives duquel on trouve aussi une tablette chypriote minoenne intacte. Est-ce une coïncidence qu'Amo-Taro se trouve sur les 2 sites, manifestement, chypriote et Ugarit, manifestement un individu de haut rang? Est-ce qu'il s'agit de la même personne? Peut-être ou peut-être pas, mais c'est une suggestion qui est très tentante. En conclusion, pour en revenir à notre architecture de déchiffrement, Inscribe, pour 3 écritures qui représentent la famille d'écritures non déchiffrées la moins comprise au monde, a fait des progrès significatifs. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais on a quand même établi des signatures, on les a caractérisées, on a appliqué des méthodologies multifilières qui semblent fonctionner et on a obtenu des lectures provisoires et on a résolu des problèmes de longue date. La voie est encore ouverte, on peut encore faire des progrès, mais j'espère avoir pu vous démontrer que la position des érudits égéens qui ont dû faire face à ces scénarios, cette position donc pourrait être inversée en adoptant des trajectoires d'analyse plus audacieuses. Avec Stephen Houston, j'espère que nous pourrons continuer d'avancer. Avant de terminer, je voudrais remercier toute l'équipe d'Inscribe, dont la plupart des membres sont ici avec nous aujourd'hui. Aux chercheurs d'Inscribe passés et présents, ma plus grande gratitude et merci à vous tous d'avoir écouté.